Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'imagerie médicale qui va traiter de la radiculalgie et du syndrome canalaire. Alors quels sont les examens complémentaires à prescrire? Quelles sont les indications et hiérarchisation de ces demandes devant une radiculalgie? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'indication d'imagerie en première intention devant une lomboradiculalgie typique. On va la demander uniquement s'il y a une suspicion de spondylodicite avec donc une fièvre, un antécédent néoplasique, la recherche bien sûr d'une métastase, ou si le patient a un déficit neurologique avec une lombosciatique paralysante ou un syndrome de la queue de cheval qui va nécessiter une opération, donc une imagerie qui va cadrer le diagnostic. En cas de résistance au traitement conventionnel qui dure depuis plus de 6 à 8 semaines, on pourra demander des examens complémentaires pour déterminer la prise en charge thérapeutique. Quels sont les examens les plus pertinents? C'est le scanner sans injection ou l'IRM sans injection qui vont permettre de faire le diagnostic étiologique d'une radiculalgie à la recherche d'une compression nerveuse. Nous allons voir la sémiologie IRM et scanner par hernie discale qui va provoquer cette radiculalgie. Qu'est-ce qu'une hernie discale? Alors elle correspond histologiquement à un passage d'une partie du nucléus à travers des fibres de l'annulus fibrosus. Ces fibres vont être fissurées et on va avoir un passage du centre du disque jusqu'à la périphérie. Il existe différentes dénominations en fonction du mode de passage du nucléus et c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Alors comment décrit-on une hernie discale avec un conflit disco-radiculaire? Alors bien sûr, lorsque vous avez un cliché, vous allez déterminer quel est le disque intervertébral concerné. Ensuite, la topographie transversale de la hernie. Si elle est médiane, latérale, dans le foramen ou complètement sortie du foramen, extraforaminal. Ensuite, on déterminera sa topographie par rapport au ligament longitudinal postérieur, à savoir si elle reste sous-ligamentaire ou si elle a traversé le ligament, voire même si elle est complètement exclue. Ensuite, on analysera quelle est la racine nerveuse comprimée et ceci permettra d'avoir une cohérence ou pas avec la clinique dont souffre le patient. On commence par la topographie transversale de la hernie. Ici, une hernie médiane, à côté une hernie postéro-latérale, en dessous une hernie foraminale, puis une hernie extra-foraminale. On aura l'occasion de voir sur les diapositives suivantes ce que ça donne en imagerie. Nous avons différents types de débords discaux ou types de hernie. Un simple bombement ou une protrusion qui reste sous-ligamentaire lorsque la largeur est supérieure à l'épaisseur du débord. Lorsqu'il y a une extrusion, c'est-à-dire un passage transligamentaire, c'est l'inverse, justement, il y a un passage à travers le ligament, ou lorsque la hernie est complètement exclue. Ici, on voit sur cette image une IRM en coupe sagittale, pondérée en T2, qui montre une hernie discale L5-S1 sous-ligamentaire. Sur cette coupe axiale, on voit aussi cette hernie discale L5-S1 latérale droite en conflit avec la racine S1 droite. Un autre exemple, toujours une IRM
en coupe sagittale pondérée en T2. Et là, on voit une hernie discale au niveau L4, L5 qui va être transligamentaire. Et si vous regardez bien, elle est exclue et elle remonte. Donc exclue, ascendante. Et elle va être en conflit avec la racine L4. Sur cette image, IRM, encore un autre cas, où l'on voit une hernie discale à l'étage L3, L4, foraminale gauche. Quand on regarde sur les coupes sagittales, on voit que le foramen est comblé par du tissu hernière qui est en hyposignal. Sur cette image, on voit en coupe axiale pondérée en T2 une hernie discale qui est extra-foraminale, qui est sortie du foraminal. Donc hernie extra-foraminale, L4, L5, gauche. De la même façon, au niveau cervical, ici sur ces coupes pondérées en T2, axiale et sagittale, on voit une hernie discale foraminale droite au niveau des vertèbres C6, C7. Maintenant, nous allons voir les cas de canal lombaire étroit. Comme vous le savez, devant une triade clinique, lombalgie chronique, douleur et ou engourdissement des membres inférieurs, une claudication intermittente neurogène des membres inférieurs, un canal lombaire étroit doit être suspecté. Alors, quels sont les examens complémentaires pour confirmer ce diagnostic? Eh bien, c'est le scanner et surtout l'IRM. Ces deux examens sont les examens les plus pertinents pour confirmer et analyser un canal lombaire étroit. Alors, qu'est-ce que la sténose canalaire lombaire? Eh bien, elle correspond à la diminution de l'espace disponible pour les éléments nerveux et vasculaires au niveau de la colonne lombaire, secondaire à des modifications dégénératives. On distingue plus en détail un canal lombaire étroit congénital par des atteintes morphologiques congénitales et un canal lombaire rétréci par des modifications dégénératives type arthrose. Sur cette image scanographique, en coupe sagittale et axiale, on voit parfaitement un canal lombaire rétréci avec une hypertrophie des articulaires postérieurs et un épaississement, voire une calcification du ligament jaune. Ce canal étroit prédomine à l'étage L4, L5. L'aspect IRM de la sténose canalaire donne une information supplémentaire par rapport au scanner. L'IRM permet de déterminer la sévérité de la sténose canalaire en fonction de la visibilité du liquide céphalo-rachidien ainsi que la position des racines de la queue de cheval. On différencie en 4 stades. Le stade A, qui est normal ou quasiment normal, où les fibres nerveuses nagent bien au niveau du liquide céphalorachidien. Vous voyez, le liquide céphalorachidien reste en hypersignal T2. La catégorie B montre un début de rétrécissement du canal avec des fibres qui sont un petit peu plus serrées entre elles, mais le liquide céphalorachidien reste en hypersignal. Le stade C, qui est un stade plus sévère, va montrer une disparition complète du liquide céphalorachidien avec un aspect en hyposignal, mais avec une persistance
de la visibilité de la graisse épidurale. Et le dernier stade, stade grave, le plus grave, c'est la disparition complète de tous ces éléments avec un comblement en hyposignal du canal. Un exemple, ici sur cette IRM en coupe axiale T2, on voit qu'il y a une sténose canalaire sévère avec une disparition du signal du liquide céphalo-rachidien. Ici, une IRM en coupe sagittale pondérée en T2 et on voit parfaitement la sténose canalaire en L4, L5 avec une arthrose interapophysaire postérieure importante et surtout un épaississement des ligaments jaunes qui entraîne une sténose de ce canal. En résumé, l'IRM sans injection ou le scanner sans injection sont l'examen complémentaire qui permettent de déterminer la cause du conflit radiculaire ou de diagnostiquer la sténose canalaire. Il est important dans cette capsule de bien analyser, de bien connaître la description sémiologique IRM ou scanner de la hernie discale. Et je vous remercie pour votre attention.